Je vais te passer la parole maintenant à toi, Emmanuel Morel, qui est député européen du groupe GUE. Tu es un ancien socialiste également et tu as été fondateur de la gauche républicaine et socialiste, la GRS. Et tu es tant d'autres choses encore. À toi la parole. Tant d'autres choses encore, là tu me surprends un peu quand même. Bon, c'est vendredi confession, quoi. Oui, c'est comme les alcooliques anonymes, j'ai longtemps été militant socialiste. Comme Benoît, ça fait longtemps que j'ai pas parlé devant les socialistes, donc je suis très ému. Et en plus, c'est vrai. Sur un sujet qui est absolument passionnant et qui devrait faire la une de l'actualité aujourd'hui, quoi. On peut regretter d'ailleurs, puisqu'on parlait du rapport de la gauche et des classes populaires, on peut regretter que parfois la gauche ait un peu trop tendance à se regarder le nombril et à s'interroger sur des sujets un peu secondaires, voire picrocolins, plutôt que de parler de ce qui aujourd'hui interpelle et inquiète les Français, c'est-à-dire l'inflation, la rentrée scolaire qui s'annonce mal, et bien sûr la guerre, les questions écologiques auxquelles ce débat est consacré. Moi, je pense qu'on est tous, et c'est vrai d'ailleurs, je crois que ça a été dit par Aurélie, on est tous aujourd'hui à peu près d'accord sur, on va dire, le logiciel éco-socialiste. On pense qu'il ne faut pas séparer le combat social du combat écologique. On pense qu'en effet, les pauvres sont les plus concernés par la pollution, et donc nécessairement la transition écologique s'accompagne de mesures sociales. J'ai même envie de dire qu'on est tous d'accord, les socialistes compris, surtout quand ils sont dans l'opposition, pour dire qu'on se mobilise contre l'extension de la société de marché qui a une logique de prédation, une logique d'exploitation, une logique d'hyperconsommation qui révèle la nature profondément morbide du capitalisme. Ça, on est tous d'accord. Et donc on est tous d'accord forcément sur le fait que si on fait la transition écologique, ça ne peut pas aller à l'encontre de la justice sociale. Est-ce que majoritairement dans le pays, on est d'accord là-dessus? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr pour plein de raisons. D'abord, il y a, Benoît y a fait allusion dès le début, ce que j'appellerais les forces du grand refus. C'est-à-dire les gens qui, contre le réel, continuent à affirmer que ça peut continuer comme aujourd'hui, on peut continuer à vivre comme aujourd'hui. Et en effet, tu parlais de Trump. Alors Trump, c'est la version exacerbée de ce phénomène, mais c'est George Bush, dès la conférence de Rio, qui avait dit cette phrase qui a été reprise après par les différents présidents républicains: notre mode de vie n'est pas négociable. C'est-à-dire les États-Unis, si tout le monde vivait comme les États-Unis, ça ferait 5 planètes, mais c'est pas négociable. Et donc on a en face de nous quand même des gens qui sont dans un déni de réalité qui est assez stupéfiant. Et pourtant, ils marquent des points. Je ne vous parle même pas du délire climato-sceptique qui a envahi les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant, mais ils marquent des points avec leurs épigones européens. Regardez le programme de l'AfD en Allemagne, l'extrême droite allemande. Elle reprend exactement le programme de Trump, avec la négation totale de la question écologique et le refus des politiques européennes en la matière. Mais c'est le cas aussi du FN. Enfin, on n'a pas parlé du RN depuis tout à l'heure, mais ils ont, il y a 3 jours, fait une conférence de presse sur ce qu'ils appellent l'écologie du bon sens. Et il n'y a pas beaucoup d'écologie, encore moins de bon sens. Mais n'empêche qu'ils ont bien vu qu'il y avait un sillon à marquer, et ils ne vont pas nous lâcher là-dessus. Et c'est pour ça que l'adversité, elle est quand même forte. Hein. Et elle est forte d'autant plus qu'il y a parfois, y compris dans les classes populaires, même ce qu'a dit Elsa Faucillon à l'instant est très important. D'ailleurs, ça me faisait penser, je pensais à une ministre macroniste qui avait dit « Oui, les pauvres, ils sont dans la sobriété subie ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est nier complètement qu'il y avait une conscience politique des pauvres et que, de toute façon, c'est bien, ils étaient déjà dans un mode de vie écolo, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Non, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais quand même, et là, je reviens sur ce qu'a dit très fortement Sébastien, parce que c'est important, il y a eu des moments comme ça, on va dire, de perception un peu décalée. Par exemple, au moment de la taxe carbone, très clairement, on a eu beaucoup de gens, et c'est la naissance du mouvement des Gilets jaunes, qui étaient en désaccord avec ça, avec la façon dont c'était fait et la façon dont c'était présenté. De la même façon, sur les ZFE, c'est un sujet qu'on devra affronter de toute façon, et que les élus affrontent dès maintenant. Je vois par exemple en Île-de-France,
il y a une perception, un ressentiment de certains habitants de grandes banlieues, je parle de grandes banlieues, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture au diesel et qui ont l'impression qu'ils vont être sanctionnés pour ça. Et ça, il faut quand même le prendre en compte parce que dans le livre de Bruno Latour, auquel vous faites allusion, qui est en effet un livre passionnant, il parle quand même de ça. Il dit qu'il faut prendre en compte le ressentiment, les appréhensions, parce que l'acceptabilité sociale des politiques écologiques, c'est fondamental. Donc voilà, ça c'est très important. Il y a une deuxième chose. Elsa faisait référence à l'imaginaire. Et en effet, lors de sa campagne présidentielle, Benoît Hamon avait dit on est en train d'élaborer ensemble un imaginaire puissant pour un futur désirable. Je ne sais pas si tu te souviens, Benoît. Sauf que nous, on a en face aussi... Tu t'en souviens sûrement. Mais c'était très juste, sauf qu'on a en face de nous aussi un imaginaire très puissant. C'est pas seulement l'imaginaire droitier auquel il était fait allusion, c'est l'imaginaire de la société de consommation. Les grosses bagnoles, la fast fashion, la mode pas chère, les posts sur Instagram. Je rappelle que tous ceux qui postent des photos de bouffe sur Instagram, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires quand même par an. Donc, tout ça c'est l'imaginaire de la société d'hyperconsommation capitaliste. C'est pas toujours facile à affronter. Donc moi, je pense que parce que le futur désirable, c'est une société sobre et décente, on a un gros boulot de bataille culturelle. C'est assez facile de s'attaquer au mode de vie des riches, parce que ça, évidemment, c'est tellement caricatural, arrogant, que c'est facile, mais il y a d'autres choses, à mon avis, c'est plus dur. Consommer autrement, mais aussi produire autrement. Et moi, c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui, parce que la question pour moi qui est fondamentale, c'est où on produit, et qu'est-ce qu'on veut produire. Et là, j'en viens à l'Europe, parce que l'Europe, c'est un bon exemple. En Europe, on vote, et on le vote dans l'allégresse et dans l'enthousiasme, plein de textes pour écologiser les politiques européennes. Le Green New Deal, le Net Zéro Industrie, je ne sais plus, Sylvie Guillaume, mais là, il y en a plein d'autres. Tu pourrais m'aider, toi, parce que tu le connais mieux que moi. Là. Bon, on vote tout ça, et on se félicite quand même, parce qu'en effet, en Europe, il y a une diminution des gaz à effet de serre depuis certaines années. Et on dit l'objectif c'est 55%, c'est formidable, on peut y arriver. Sauf que pourquoi il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe? C'est parce qu'on les a totalement délocalisées. C'est-à-dire que l'effet de la mondialisation, le symbole de la mondialisation, c'est le porte-container ou le camion. C'est-à-dire qu'en fait, on a exporté notre pollution et ça continue. Parce que c'est ça le problème, c'est cette hypocrisie, moi, que je veux dénoncer. Ça continue. Je vais donner 3 exemples. Premier exemple du ça continue. On vote le Green New Deal. On dit l'Europe va être un continent vertueux au niveau écologique. On s'adresse aux classes populaires. On dit vous allez voir ce que vous allez voir en termes de production et de consommation. Et en même temps, on est en train de négocier, voire de voter, et j'attends de voir, là pour le coup ça pourrait être un combat commun pour la gauche française. Là c'en est un. En même temps, on va voter un accord de libre-échange au Parlement avec la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, on dit quoi? On dit on a un pays qui est à près de 20 000 bornes de l'Europe, mais on veut importer toujours davantage. Quoi? De l'agneau et du lait. Mais je m'excuse, mais ça, c'est le symbole de vraiment l'absurdité libre-échangée du système capitaliste. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est fini. Ça, c'est la première chose. Je vais donner un deuxième exemple. On est super content parce qu'en Europe, on fait de plus en plus de photovoltaïque. Sauf qu'on avait pris un peu de retard. Et 90% des panneaux photovoltaïques en Europe, c'est quoi? C'est des panneaux chinois. Pourquoi? Parce qu'au nom de la concurrence libre et non faussée, on n'avait pas mis de barrière douanière à l'entrée. Donc résultat, le marché européen, enfin l'industrie européenne du photovoltaïque s'est cassé la gueule et maintenant il n'y a que du photovoltaïque chinois. Et c'est quoi le photovoltaïque chinois? C'est construit dans des centrales à charbon avec une empreinte carbone de 50% de plus qu'un produit européen. Là aussi, on marche sur la tête. Voilà un combat européen. On veut du photovoltaïque européen. On veut des batteries européennes. Parce que là c'est pareil, je vous l'annonce. Les voitures électriques, c'est super. On a voté, dans 10 ans, on passe tous aux voitures électriques. Mais s'il n'y a pas de barrière douanière et si on ne met pas de subventions publique puissante pour aider les entreprises européennes, alors ça sera 100% chinois. Et là, les classes populaires, ça sera plus de chômage et ça sera des produits fabriqués dans des conditions déplorables et dégueulasses. Voilà encore un combat commun qu'on peut mener tous à gauche pour justement allier combat social et évidemment combat écologique. Et puis dernier point, et j'en finis là-dessus, parce que ça c'est l'actualité. L'inflation,
des prix alimentaires et de l'énergie, ça vient surtout d'un truc totalement fou qui s'appelle le marché de l'électricité européen. Le marché de l'électricité européen, quand il a été fait il y a plusieurs décennies, on a dit, on a une super idée, enfin c'est surtout les Allemands qui avaient une super idée, on va indexer le prix de l'électricité sur quoi? Sur le gaz. Bon, il se trouve que, vous connaissez la situation, le gaz explose et l'Europe est toujours pas capable de dire, bah, on s'est peut-être trompé. D'abord, l'électricité, c'est pas forcément un marché, parce que je rappelle qu'au nom de l'ouverture à la concurrence, on a pété EDF et on a créé des concurrents totalement fantoches qui ne produisent rien, mais par contre qui achètent de l'électricité à prix coûtant à EDF. Et donc, ça pose des problèmes à la boîte. Et puis surtout, la situation, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on achète du gaz américain et du gaz qatari qui coûtent 4 fois plus cher que ce que coûtait le gaz avant et qui, en plus, ont une empreinte carbone 2 fois plus importante. Alors, si on veut des combats à mener en Europe, au niveau de la gauche, moi je suis d'accord, Made in Europe ou Made in France, contre le marché, sortie du marché de l'électricité. Bref, vous avez vu, il y a plein de choses à faire pour réconcilier la justice sociale, les questions écologiques. Mais il faut quand même qu'on se bouge. Merci Emmanuel.